Bonjour tout le monde. Alors, premièrement, bonne année. Une année qui commence tôt, une année qui commence avec une nouvelle quand même très importante, celle de la démission de Justin Trudeau. Moment politique très important qui doit nous amener à faire le bilan, à faire certains constats pour mieux se poser des questions sur nos intérêts au Québec, sur l'avenir à court terme, dans l'hypothèse maintenant confirmée qu'il va y avoir ce printemps une élection à l'échelle fédérale. Et donc, la campagne, elle est en quelque sorte commencée. Et c'est important de se poser la question, quel est le bilan des 9 années en politique de Justin Trudeau? Et je pense que factuellement, ça aurait été des années très, très nocives, très, très négatives pour les intérêts du Québec. Et ça doit être dit, premièrement, là, rappelons que Justin Trudeau n'est pas décédé. Il a démissionné, et pas de son propre gré. Il a été forcé de démissionner alors qu'il a tout fait pour s'accrocher. Et ce matin, donc, je ne m'empêcherai pas de faire un bilan le plus juste et le plus factuel possible des 9 ans de Justin Trudeau parce que j'en appelle essentiellement une prise de conscience sur la position du Québec dans le Canada, ce que ces 9 années-là nous disent, mais surtout une prise de conscience sur l'avenir immédiat du Québec dans le Canada. En clair, la boule de cristal PSPP ne voit rien de bon pour le Québec dans ce qui suit, dans l'éventualité d'un gouvernement Pierre Poilievre, essentiellement parce que le problème n'est pas Justin Trudeau. Le problème, c'est le régime, c'est le Canada. Et il y a eu des hommes de bonne volonté. Il y en aura peut-être d'autres qui ont tenté de défendre le Québec ou de réformer ce régime canadien. Pensons à Brian Mulroney. Mais le système est conçu pour nuire ou à tout le moins ignorer les intérêts du Québec parce que nous n'avons que le 5e des sièges dans ce Parlement canadien. Donc hier, j'ai été sévère envers Justin Trudeau, mais je pense qu'on ne peut pas faire preuve d'hypocrisie si on veut se faire une idée de ce qui nous attend pour la suite des choses. Rappelons l'essentiel de ce bilan-là, immigration incontrôlée, création de toute pièce de la situation au chemin Roxham, absence de considération pour les demandes du Québec, avoir ignoré ce que les fonctionnaires lui ont dit à Ottawa, à savoir que ça créerait une crise du logement, des difficultés au niveau des services, réussir à plus que doubler la dette alors que, du point de vue du directeur du budget à Ottawa, les services fédéraux, qui sont déjà peu nombreux, ont reculé. Donc, une détérioration de l'État à travers également des dérives idéologiques. Pensons à la commissaire à l'islamophobie, la contestation de la laïcité, à même les fonds publics qu'on envoie au fédéral, toutes sortes de nominations absolument incompréhensibles. Et surtout, l'ingérence, le non-respect des compétences du Québec, le dédoublement, la chicane qui ne finit jamais entre des paliers de gouvernement qui n'arrivent pas à s'entendre. Ajouter à ça des crises à l'interne relativement à l'ingérence étrangère, des crises à l'externe, parce que clairement, on n'est pas en bonne position pour négocier avec nos pays voisins. Nous sommes la risée pour plusieurs États dans le monde. Donc, tout ça doit être mentionné au moment de la démission de Justin Trudeau. Je conviens que normalement, on fait les éloges des gens qui quittent la politique en saluant l'engagement politique. Je consens que c'est compliqué. Je salue l'engagement politique. Mais comme l'a fait René Lévesque au départ de Pierre Elliott Trudeau, il faut être capable également de nommer les choses si ces 9 années de politique-là ont été nocives, parce que ça nous amène également à se poser la question, suivant ces échecs-là, qui sont ceux de François Legault, rappelons-le, parce que l'intransigeance de Justin Trudeau a mené à l'échec des gros gains dans le Canada et a mené à plusieurs difficultés pour le gouvernement Legault. Qu'est-ce qui advient de ces revendications-là sous Pierre Poilievre? Posons-nous la question maintenant, ça va nous permettre de réfléchir aux options devant nous. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu Pierre Poilievre parler de céder les pleins pouvoirs en immigration au gouvernement du Québec? Non seulement il n'a jamais dit ça, mais pour ce qui est du chemin Roxham, il a gardé le silence tant que ça concernait seulement le Québec. Il a commencé à en parler quand le sujet commençait à intéresser le reste du Canada. En matière de langue, de culture, rappelons que pour Pierre Poilievre, appliquer la loi 101 aux entreprises fédérales sur le territoire du Québec, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous l'avez entendu parler de culture?
Parce que vis-à-vis les géants, Netflix et compagnie, on a besoin d'une représentation forte. Silence radio à nouveau de la part de Pierre Poilievre sur les intérêts du Québec. Pierre Poilievre a été silencieux sur les 6 milliards de transferts en santé qui nous sont dus. On était supposé obtenir ça grâce au mandat fort de François Legault. Posez-lui la question. Avez-vous une position là-dessus? Ce sera le silence également. Le silence sur l'abolition de la monarchie. Ces députés ont même chanté « God save the King » en chambre. Posez-lui la question, avez-vous réprimandé qui que ce soit pour ça? Rien. Avez-vous déjà entendu Pierre Poilievre s'engager à cesser la contestation de la loi québécoise 21 sur la laïcité? Il va continuer. Sa position est la même que Justin Trudeau. Sur l'environnement, non seulement il va continuer le financement de projets absolument horribles comme le pipeline dans l'Ouest qui a coûté une fortune en fonds publics québécois, mais lui, il va mettre la pédale au fond sur les subventions à cette industrie polluante, et ce n'est pas dans l'intérêt du Québec. Silence radio sur les intérêts du Québec et la volonté démocratique du Québec sur les questions environnementales. Je pourrais continuer comme ça là, sur une dizaine de sujets où Pierre Poilievre est soit silencieux et indifférent, où il est soit en fait hostile à la demande du Québec, à la position du Québec, et ça s'explique. Il fait de la politique en fonction de sa base, qui est dans l'Ouest canadien, et du vote en Ontario qu'il doit gagner s'il veut devenir premier ministre. Il ne doit pas gagner le Québec pour devenir premier ministre. Ça ne fait pas partie de son plan de match. Sa campagne ne portera pas sur les demandes du Québec. Il va soit garder le silence ou soit rabrouer le Québec. Donc, si on prend un minimum de perspective, que ce soit Trudeau, Chrétien, Martin, ou du côté bleu, que ce soit Harper ou Andrew Scheer, ou peu importe qui, c'est un régime. Et c'est un régime dans le cadre duquel nos intérêts sont le 5e de la Chambre et donc sont le plus souvent ignorés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais la prédiction suivante. Pierre Poilievre va gouverner en fonction des intérêts et des préoccupations de l'Ouest canadien. Il n'a pas besoin du Québec pour gagner et donc il ne considérera pas nos intérêts et nos préoccupations. Ça va paraître dans sa campagne, mais ça va surtout paraître une fois qu'il sera au pouvoir. Ce sera le reflet des intérêts de l'Ouest canadien. Donc, on sait évidemment la conclusion du Parti québécois depuis des années, et c'est la seule option qu'on n'a pas essayée. Non seulement rapatrier 82 milliards permet de rediriger les sommes là où nous, on pense qu'elles devraient aller, mais ça nous permettra de sortir de cette posture défensive où, finalement, on est dans une rotation où est-ce que les libéraux ne servent pas l'intérêt du Québec. On se dit, on va changer pour les conservateurs, qui ne serviront pas les intérêts du Québec. Puis là, on va se dire, on va changer pour les libéraux. Mais à travers les décennies, ce qu'il faut voir, c'est notre déclin. Dans ce système-là, le déclin linguistique, culturel, mais surtout le déclin de nos intérêts économiques, géopolitiques, il est apparent. Et c'est important pour moi de le mentionner parce que rares sont les moments où on peut faire le point. Il n'y a pas un meilleur moment que la démission, la fin d'un régime qui aurait été éminemment hostile et négatif pour les intérêts du Québec. Et la seule façon, donc, de se donner un avenir qui représente notre volonté, nos intérêts, notre stratégie, c'est de décider par nous-mêmes et ça sera éclatant au cours des prochaines années. Donc, c'est important pour moi de faire le point là-dessus. Je terminerai sur un point important. Si on sait que les élections fédérales ont lieu pas avant le 24 mars, est-ce que François Legault peut, s'il vous plaît, donner à la circonscription de Terrebonne un ou une députée? Est-ce qu'on peut déclencher une partielle qui traîne depuis des mois sans aucune raison autre que les intérêts tactiques et électoraux à court terme de la CAQ? Il y a de l'espace en ce moment, on ne siège pas. Les fédérales ne sont pas pour maintenant. Réglons ça maintenant. Nous, on n'attend que ça. Je serai d'ailleurs en porte-à-porte ce soir à Terrebonne. Jordan Patterson, vous l'avez entendu, l'entrevue avec Pierre Poilievre, il dit que Justin Trudeau vous a aidé à augmenter dans les sondages puis à devenir numéro 1 au Québec. Ça, c'est Pierre Poilievre qui dit ça. En fait, c'est très intéressant parce que dans cette entrevue-là, on conçoit au Canada anglais qu'il y a un modèle canadien dans le cadre duquel il faut s'intégrer et qu'il faut revenir à une spécificité des institutions canadiennes, un respect du vivre ensemble canadien. Mais ce raisonnement-là, évidemment, ne vaut pas pour le Québec. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce soit la gauche trudeauiste multiculturaliste
ou la droite conservatrice de l'Ouest canadien, le mépris pour le Québec demeure le même. Et c'est très frappant parce que la compréhension de Pierre Poilievre du mouvement indépendantiste depuis sa fondation, depuis la fondation du Parti québécois dans les années 60, se résume à dire que c'est parce que l'économie ne va pas très bien sous Trudeau et que lui va arranger ça. Il faut vraiment avoir passé très peu de temps à s'intéresser au Québec pour faire une affirmation de la sorte. Et dans les commentaires, l'échange avec Peterson, on sent également le mépris pour le Québec, dans le cadre duquel le mouvement indépendantiste n'est qu'une menace, a threat. Et ça se résume à ça. Il n'y a pas de volonté de comprendre, il n'y a pas de volonté de donner une légitimité à des revendications qui sont en fait identiques sur certains plans aux revendications canadiennes en ce moment. Mais votre option est toujours très basse, là. L'arrivée de Poilievre, ça va-tu changer quelque chose? Elle était basse avec Justin Trudeau. Le oui n'est pas plus élevé depuis que Justin Trudeau est là. Même il a perdu des plumes. Non, il n'a pas perdu de plumes. C'est assez stable, en fait. Mais comme je vous dis, mon rôle, c'est de donner l'heure juste. Sur la démission de Justin Trudeau, je pense que je donne l'heure juste au meilleur de mes moyens. Et je me soumets toujours au jugement de la population. C'est pas à moi de dicter à la population quoi penser, mais c'est à moi de soumettre ce que je pense avec le plus d'authenticité et de clarté possible. Mais qu'est-ce qui serait la meilleure chose pour la souveraineté du Québec? Qu'est-ce qui se passerait au fédéral? Qu'est-ce qui serait la meilleure chose? C'est un régime, le fédéral. Donc, ça a été la même chose depuis 150 ans. Donc, on peut faire confiance au régime fédéral, qu'il soit bleu ou rouge, pour nous rappeler la nécessité de sortir de là. Je ne suis pas très inquiet. Parce que si on voyait du côté de Pierre Poilievre des engagements sur les fameuses demandes là, de gros gains dans le Canada de François Legault, si on voyait un Pierre Poilievre qui s'est intéressé un tant soit peu aux raisons de l'indépendance du Québec, du mouvement au Québec, mais on voit que ce n'est pas du tout sur leur radar. On a seulement le cinquième du poids politique. Et pour devenir premier ministre du Canada, ce n'est pas nécessaire de gagner au Québec. Donc, Pierre Poilievre va parler à sa base dans l'Ouest, puis il va s'assurer de gagner l'Ontario. Puis s'il y a ça, il est premier ministre et vous allez vous en rendre compte à quel point on n'est pas dans le calcul une fois qu'il sera au pouvoir. Évidemment, en campagne, il ne nous le dira pas comme ça, mais il va gouverner en fonction de l'intérêt de l'Ouest canadien, des préoccupations de l'Ouest canadien et en fonction du mépris envers le Québec dans l'Ouest canadien, dans le discours, même le discours officiel de Danielle Smith. C'est quoi aux Québécois, alors? Sortons de là, sortons de là. Votez conservateur pour constater le mépris des intérêts du Québec, pour ensuite voter libéral et constater le mépris de l'intérêt du Québec, et toujours faire cette boucle-là, nous mène à un déclin confirmé qu'on peut constater du Québec à tous les niveaux. Je veux juste être certaine de comprendre, là, parce que pour pas que vous veniez dire après qu'on vous a mal cité, là, est-ce que vous dites bien que Pierre Poilievre méprise le Québec? Est-ce que j'ai dit ça? Ben, c'est parce que vous n'arrêtez pas de parler du mépris du Québec manifesté. J'ai parlé du mépris de l'Ouest canadien envers le Québec, et Pierre Poilievre reflète cette base-là. Là. Donc, il y a bel et bien un mépris constant dans les médias de l'Alberta, dans le discours de Danielle Smith, envers non seulement les demandes du Québec, mais le mouvement indépendantiste encore plus. Et dans cette entrevue-là de Jordan Peterson avec Pierre Poilievre, on constate que Pierre Poilievre reflète cette base-là, qui a une incompréhension, mais je dirais même un désintérêt. On voit qu'on n'est pas du tout dans le calcul. C'est ça la question. Mais est-ce que lui-même, est-ce que ce que vous dites, c'est que lui-même, est-ce que vous allez jusqu'à dire que lui-même méprise le Québec? Il méprise clairement la lumière de l'entrevue avec Jordan Peterson. Il méprise le mouvement indépendantiste québécois. Clairement, il n'a aucune considération pour ce mouvement-là, aucune compréhension de pourquoi ce mouvement-là existe depuis des décennies. Et ça parle du peu de temps qu'il a investi sur le Québec, sur la situation au Québec, parce que ça ne l'intéresse pas. Il ne fera pas campagne en fonction du Québec, il ne gouvernera pas en fonction du Québec, il va gouverner en fonction de l'Ouest canadien et de leurs intérêts, leurs perspectives qui ne sont pas flatteuses à l'égard du Québec depuis des décennies. Donc, avez-vous l'impression que les années qui s'en viennent du côté d'Ottawa vont contribuer quand même à faire augmenter l'adhésion à votre projet d'indépendance? J'ai la certitude que le gouvernement Poilievre ne gouvernera pas en fonction des intérêts du Québec. Il va gouverner... Ça, je suis certain. Maintenant, comment ce constat-là
va influencer les Québécoises et les Québécois, ça appartient à notre peuple. Le rôle du chef du Parti québécois, comme l'avait fait d'ailleurs René Lévesque au départ de Pierre-Éliott Trudeau, c'est d'être le plus clair, le plus précis, le plus juste possible dans l'énonciation du bilan, dans les constats qui devraient nous mener à certaines conclusions. Des conclusions qui, on le sait, demandent du courage. Donc, est-ce que vous espérez, à tout le moins, que ce que va nous démontrer Poilièvre va aider la cause souverainiste? Va servir la cause? C'est sûr qu'un gouvernement qui se bâtit en fonction des intérêts de l'Ouest canadien, puis des préoccupations de l'Ouest canadien, en n'ayant aucun... J'ai déjà écrit dans un livre, Rebâtir le camp du oui, que la relation du Canada avec le Québec est essentiellement passive-agressive. On est dans la phase passive de Pierre Poilievre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plateforme pour le Québec, il répond à aucune de nos demandes, il fait semblant qu'on n'est pas là, puis il mènera campagne en taisant un peu les sujets du Québec, parce que c'est très mal reçu en Alberta. S'il commence à écouter le Québec et à parler du Québec, ça ne passera pas très bien dans le reste du Canada. Mais viendra probablement une phase agressive, c'est-à-dire que si on continue à revendiquer nos demandes légitimes dans ce système où est-ce qu'on a juste le 5e des voix puis beaucoup de mépris pour notre différence, viendra une phase agressive de répression de ces demandes-là. Évidemment, il ne fera pas ça en campagne, mais ça viendra de la même manière qu'on a eu beaucoup de manque de respect de la part de Justin Trudeau envers le gouvernement du Québec. Mais dans le contexte là, des menaces de Donald Trump, là, qui va même jusqu'à parler d'annexer certaines parties... Il est au Groenland, d'ailleurs, ce matin. Hein? C'est son fils. Ah, c'est son fils? C'est son fils. Lui, il est à Mar-a-Lago. Lui, c'est ça, son prêtre à Mar-a-Lago. Ouais. Certains critiques pourraient faire valoir que c'est peut-être pas un bon moment de raviver la flamme souverainiste, que peut-être que le Canada devrait afficher un front solide, uni pour résister. Je sais pas, je me demande juste dans quelle mesure la question nationale, dans un contexte où on est très fragilisé par rapport aux États-Unis, c'est peut-être pas un bon moment là, de raviver ça. C'est le meilleur moment. OK. Parce que ça ne peut pas être plus éclatant que ce régime-là défend mal nos intérêts. Je veux dire, le Canada est dysfonctionnel à plusieurs égards en ce moment, notamment sur le plan de la représentation et de la réputation à l'international. Et moi, j'ai confiance dans le Québec. Je pense on ferait mieux, on est capable de faire mieux que ça. Je pense que ce n'est pas d'être trop ambitieux que de prétendre vouloir faire un peu mieux que Justin Trudeau à l'échelle internationale. Sur les tarifs de 25 M. Legault, il nous l'a dit avant Noël, ça va être l'une de ses priorités. Là, Ottawa envoie l'image qu'elle envoie avec Justin Trudeau qui s'en va. Doug Ford a dit « Bon, ben moi, je m'en vais à Ottawa. Les autres premiers ministres, suivez-moi si vous voulez. » Qu'est-ce qu'il doit faire, le premier ministre du Québec, dans ce contexte-là? Le passage au pouvoir de la CAQ aura été une fable absolument très, très utile sur le plan pédagogique de à quel point on a peu d'influence sur des choses qui sont primordiales pour nous. Quand je vois François Legault tweeter avec un tweet qui est vraiment beige là, sur la démission de Justin Trudeau, il faut lire entre les lignes qu'en fait, la CAQ a peu d'influence sur ce qui se passe, alors que c'est déterminant pour l'économie québécoise. Mais ça, c'est comme dans tous les dossiers depuis 7 ans. Il n'y a rien de différent. Et c'est de ça dont je veux qu'on sorte. Et c'est là la différence entre la CAQ et sans l'indépendance, vous êtes condamné à la même affaire là, si un jour vous devenez premier ministre du Québec. Là. Exact. Vous allez être premier ministre d'une province. Exact. Vous n'aurez pas de pouvoir sur la poste, sur l'armée, sur les frontières. Oui, mais on peut être un peu plus volontaire, comme je l'ai été hier. Donner leur juste aux Québécois, s'éloigner de l'hypocrisie en faisant semblant que ça a été un... Oui, pour vous, il n'a pas été bon. Terrible. Est-ce qu'il est bon? Terrible. C'est peut-être un des pires premiers ministres de l'histoire du Canada en ce qui a trait au Québec minimalement, mais si on regarde l'opinion dans le reste du Canada, je pense qu'ils sont rendus plus sévères que nous envers ce régime-là. Et c'est important pour moi d'expliquer que c'est le reflet de 150 ans dans le Canada et que le régime Poilievre ne tiendra pas plus compte des demandes, des préoccupations, des intérêts du Québec. Il faut le voir à l'avance si on veut faire des choix intelligents. Donc, vous venez nous prévenir ce matin que Poilievre
ça va être la même chose que Trudeau envers le Québec, envers les intérêts du Québec, même sinon pire. Ben, c'est-à-dire qu'on l'a vu ailleurs en Occident, il y a des dérives sur le plan idéologique ou sur la manière d'administrer l'État. Et ces dérives-là sont répondues par des partis qui, peut-être, vont corriger certaines des dérives d'avant, mais ils vont amener leur lot de dérives. Là. Dans le cas de Pierre Poilievre, c'est la déréglementation, c'est l'encouragement des compagnies pétrolières, ça va être nos fonds publics québécois, là, puis ça va tout aller. Pire. Ben, c'est pas parce qu'on remplace des dérives trudeauistes par les dérives de l'Ouest canadien que du point de vue du Québec, on améliore notre sort. Mais c'est du pire. Je suis pas prête à dire ça parce qu'on n'a pas commencé. Mais on l'entend, M. Trump, parler de Trudeau comme étant le woke en chef. Là. Est-ce que vous trouvez qu'il est woke, M. Trudeau? Oh, il se dit woke lui-même, là. Okay. Dans ses discours, il se revendique de ça. Et peut-être que le Parti conservateur va corriger un certain nombre de politiques fédérales qui doivent être critiquées, mais il faut comprendre que ce que les conservateurs qui reflètent les préoccupations de l'Ouest canadien vont apporter vient avec son lot de dérives également. Là. C'est un autre acabit, mais est-ce que c'est le reflet de notre volonté démocratique? Est-ce que c'est le reflet de ce que nous, au Québec, on pense? Dans les deux cas, ce sont des régimes qui ne tiendront pas compte du Québec parce qu'on ne pèse pas assez lourd. C'est ça que je viens de dire ce matin. L'exemple de la politique woke de Justin Trudeau les dernières années, ce serait quoi pour vous? Il y en a eu quand même pas mal. Là. Donc, la commissaire à l'islamophobie, c'est quand même pas pire comme dérive idéologique. Le début des politiques par couleur de peau, qui est quand même une façon d'administrer qui se veut inclusive, mais qui, au final, crée plusieurs tensions, beaucoup d'exclusions. Politique des couleurs de peau, vous parlez de l'IDE? De quoi vous parlez? Bien, tout le régime d'équité, inclusion, diversité vient avec des programmes. EDI. D'ailleurs, EDI, récemment, il y a eu des études là, qui suggèrent qu'en fait, ça exacerbe l'intolérance et que ça n'amène pas plus d'inclusion. Mais regardez comme faut, on a introduit pour la première fois la catégorisation par couleur de peau pour les emplois, les subventions et plusieurs programmes. Là. Et est-ce que ça crée plus d'inclusion au final? Moi, j'en doute fortement. Donc, je suis critique de ça, mais je suis très consciente que Pierre Poilievre vient avec son lot de dérives typiques de... Tu sais, je ne veux pas revenir sur les bitcoins, là, puis tout ce qu'il a pu dire à date, là, mais c'est un autre acabit, c'est une autre liste de dérives. Mais dans les deux cas, est-ce que ça reflète ce que le Québec veut et pense? Non. Puis c'est important de le dire parce que on pense à tort, parce que des fois on oublie, que remplacer les libéraux par les conservateurs, ça règle nos enjeux ici au Québec. Et ça se peut pas parce qu'on ne pèse pas assez lourd. Ils ne font pas campagne ni un ni l'autre, les bleus et les rouges, en fonction de nos demandes. Il y a des gens à Québec, juste sur le tramway, il y a des gens à Québec qui sont inquiets parce que là, le financement du tramway n'est pas tout à fait attaché. Poilievre a dit, je ne mets pas une scène là-dedans, plutôt dans le troisième lien. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, pour la région de Québec, pour le maire Marchand qui compte sur ce projet-là? Ah, ça génère de l'instabilité. D'ailleurs, est-ce que vous me corrigerez, là, je ne veux pas faire une affirmation, mais il me semble que sur un projet similaire à Calgary, il s'était prononcé différemment en faveur. Est-ce que ça tombe bien, votre question, parce que vous ne pouvez pas avoir un exemple plus frappant de ce que je tente de mettre de l'avant ce matin, que le gouvernement Poilievre va en être un en fonction des intérêts de l'Ouest canadien, pas des nôtres. Si un tramway a lieu à Calgary, ça, c'est bon pour les conservateurs. Mais le même tramway à Québec, ça, c'est bien épouvantable. Et oui, ça génère de l'instabilité. Et oui, ça va générer une autre couche de chicanes puis de discussions Québec-Canada qui mènent à rien, qui nous fait perdre du temps, qui nous fait perdre de l'argent. C'est ça mon point ce matin. Une petite dernière, c'est parce que vous avez dit que Justin Trudeau avait été un des pires premiers ministres de l'histoire du Canada. Si on le compare à son père, c'est lequel le pire selon vous? Je pense que Justin Trudeau, le père était peut-être plus hargneux envers le Québec, mais Justin Trudeau a voulu pousser le bouchon plus loin que son père, comme s'il a voulu prouver à son père qu'on pouvait aller encore plus loin dans tout ce qui ne fonctionnait pas avec Pierre Elliott Trudeau,
au dire de René Lévesque à l'époque, là, si on reprend la critique de René Lévesque sur Pierre-Éliott Trudeau, c'est comme si Justin Trudeau s'était dit, moi, c'est mon héritage et je vais amener ça le plus loin possible. T'sais, le plus de dettes possible, le plus de communautarisme possible, le plus de dépenses sans réfléchir à la santé de notre économie, le plus de... c'est comme s'il a amené le concept encore plus loin et il a démontré par l'absurde que c'était des théories fumeuses qui étaient à la base du trudeauisme. Et c'est intéressant de voir ce que le Canada anglais a fait ça parce que le Canada anglais a bu le Kool-Aid du trudeauisme jusqu'à la dernière goutte. Et jusqu'à tout récemment, à chaque fois que le Québec disait « ça ne fonctionne pas et votre régime est terrible pour la vitalité de notre différence », on se faisait traiter de raciste. Et en l'espace de quelques années, là, c'est tout le Canada qui condamne ces théories-là et qui se retourne contre le trudeauisme. Mais c'est intéressant de le souligner parce qu'avant, puis je le sais, là, parce que c'est moi le chef du Parti québécois, j'ai eu mon lot de critiques pour avoir nommé des choses qui maintenant sont un consensus au Canada. Le Canada a bâti son identité sur le trudeauisme, sur le communautarisme pendant un moment. Et vous allez voir au cours des prochaines années les conséquences de ça et l'opinion publique canadienne complètement se retourner de côté. Comme vous avancez 2025 sur la vérité, un mot sur Jean-Marie Le Pen? J'ai pas de commentaire. Non, mais il n'y a pas été une partie d'influence, vous n'avez pas pensé certaines choses comme politicien? Non, j'ai pas de commentaire. Do you, good morning. Good morning. Do you, who would you say is worse then? I mean, you're warning Quebecers, you're saying, you're warning Quebecers that Trudeau was not great. The 9 years of Mr. Trudeau in power was not great for Quebec. And now you're saying Mr. Poilievre is not a whole lot better. No, it's not, because politics is about what interest are you serving. First of all, Trudeau was not really qualified for that job, but he was very useful for many groups of interests who needed someone to go through with their demands. And the question about Pierre Poilievre is he more independent? Is he more dedicated to the public good, the public interest, than Justin Trudeau? If you look at the lobby of petroleum, of gas and oil, it's even worse. It's just, there's no public interest in those policies. It's really policies based on corporate interests. And so the regime, the Canadian regime, it's a very big unit. Jane Jacobs said in her book, The Question of Quebec Separatism, that the more the unit is big, the more ungovernable the politics are, and the more conflicts of interest, the more groups of interest will start running the show instead of politicians. And what's interesting in Quebec is that it's a smaller unit, and the Parti québécois is definitely a democratic party. Sometimes it comes with a bit of adversity and complications, but it is a democratic party. I only get funding from $10 and $20 from my members, and I think that's a big difference in what we could do in an independent. But we know Mr. Legault was not pleased with Mr. Trudeau at the end, and that even hoped that he would not be in power. What are you telling Quebecers? Are you telling them how to vote? What would be your advice given the context now? No, I'm not telling Quebecers how to vote, but I'm doing something that the Premier was reluctant to do. He didn't take yesterday's opportunity, that is not the death of someone, just someone resigning because his own group cannot take it anymore. He didn't take that opportunity to give a clear and honest summary of what actually happened for his government under Justin Trudeau. And since the Premier is not giving a clear and complete picture of what actually happened, someone needs to do it, and that's going to be me. What do you think Justin Trudeau will be remembered for? I will leave that to historians, but I cannot believe that
it will be extremely positive. Merci beaucoup. Thank you. Merci.